Rome, ne s'est pas bâtie en un jour. Selon les historiens, la cité a pris 1229 ans à construire, de sa fondation à son effondrement. Un âge qu'on peut aussi prêter au règne de son empire. Selon la légende, Rome est fondée en moins 753 par deux frères jumeaux, Romulus et Rémus. Le mythe les présente comme des nourrissons qui s'abreuvent aux mamelles d'une louve. Les jumeaux rêvaient d'une ville à construire, mais ne s'entendaient pas sur qui devait la diriger. Romulus tua son frère et prit le rôle de premier roi de Rome. Ce récit et plusieurs autres nous a été retransmis par un des historiens les plus importants de la Rome antique, Titus Livius, né en 59 avant Jésus-Christ, auteur de l'ouvrage majeur « Les livres depuis la fondation de la ville ». 142 livres détaillant l'ultime saga épique de 8 siècles de montée au pouvoir du peuple romain. Le problème, c'est que 107 de ces 142 livres n'ont à ce jour jamais été retrouvés. Ce qui rend la perte des livres 11 à 20 coûteuse, c'est qu'autant du côté romain que carthaginois, très peu de sources textuelles ont survécu sur les débuts des guerres puniques. Ce qu'on sait, c'est qu'après que Carthage ait été vaincu par Rome lors de la première guerre punique pour le contrôle de la Sicile, le général carthaginois Hamilcar Barca étend son empire vers l'Hispanie. Par la force ou par alliance, il y établit des domaines, dont un avant-poste qui deviendra un port important et sera nommé Carthago Nova. En moins 226, Hamilcar est remplacé par son gendre Hasdrubal qui signe une trêve avec Rome. Mais le successeur de Hasdrubal, Hannibal Barca, fils de Hamilcar et fin stratège, relance les hostilités. Aucun autre général dans l'histoire ne viendra aussi près de faire tomber l'Empire romain que Hannibal Barca. Les guerres puniques durent près de 300 ans et prennent fin en moins 19, lorsque l'Empire de Carthage tombe finalement. C'est par la suite que la présence romaine en Hispanie s'accroît. Plusieurs villes romaines sont fondées. En moins 25, Augusta Emerita, maintenant Mérida. Colonia Caesar Augusta, dont le nom s'est avec le temps transformé en Saragosse. Et Locus Augusti, la ville emmurée, devenue Lugo. Légion de soldats anciens combattants, membres de la gouvernance romaine, y élisent domicile. Plusieurs structures majeures y sont érigées, des fondations parfois demeurées scellées pendant des siècles et qui ont commencé à nous révéler des parcelles de l'histoire qui bouillent en ces terres que très récemment. Longtemps restés dans l'ombre, les sites de ruines romaines d'Espagne offrent tout un monde de potentiel non exploité. Et si on devait entreprendre de tenter de retrouver les fragments ou des portions des livres 11 à 20 de l'histoire de Rome de Titus Livius, par où devrions-nous commencer? Par assumer que pour s'être préservés 2000 ans, ils ont dû être très bien cachés. Mais par qui? Un lecteur assidu? Un général? Un prêtre? Peut-être une personne ayant vécu au cœur d'une ville romaine d'Hispania. Théâtre des récits relatés par Livius. Les écrits peuvent être teintés de fiction, mais les registres archéologiques et géologiques racontent des faits. Alors pourquoi ne pas avoir caché un auprès de l'autre? Trouver un site qui a été hôte des premières guerres puniques, qui serait demeuré sous emprise romaine dans les siècles suivants. OK, mais surtout un site accessible et bien préservé en 2024. À l'ère des grandes villes, des casinos, des hôtels, des arénas et des centres commerciaux, c'est moins facile. Mais alléluia, j'ai fini par en trouver au moins 2, qui se trouvent directement sur les territoires des conquêtes romaines d'Hispania. Alors qu'est-ce que je fais? Je saute dans un avion en direction de l'Espagne, plus précisément à Carthago Nova, Carthagène. C'est en plein centre-ville, au Appartamento Turístico Distrito, que j'établis mon quartier général pour la suite de l'enquête. La ville de Carthagène fourmille de détails et de renseignements historiques reliés à l'époque de la guerre entre Rome et Carthage. Son musée offre des expositions sur la guerre punique et il est aussi possible de visiter la muraille de Hasdrubal. Mais ce ne sont pas les endroits que j'ai choisis pour chercher les livres. Ah, tiens, c'est le salon du livre en ville. J'ai fait le tour et il n'y avait rien qui datait de 2000 ans. Alors focus et résumé. Je suis plutôt en quête d'un lieu qui répond à des critères très précis.
1 fut le théâtre d'événements des guerres puniques. 2 a été habité par des Romains au 1er siècle. Et 3 est encore accessible en 2024. C'est un petit matin tranquille à Plaza Heroes de Cavite, carrefour de plusieurs sites de ruines romaines, érigés du vivant de Titus Livius. Terminé de construire en l'an 1 avant Jésus-Christ, pour utiliser le spectacle comme outil social, religieux et politique. Le théâtre romain. Auguste avait dédié le théâtre à ses petits-fils et successeurs, Caius et Lucius représentés sur des statues, réparties à travers celles des dieux, comme Apollon, un stratagème populaire pour déifier la famille impériale et renforcer son pouvoir. Sur sa scène principale flanquée d'une zone pour l'orchestre, le palace présentait des performances. 6000 spectateurs pouvaient s'entasser dans les gradins. Les premiers vestiges du théâtre ont été découverts en 1988 et les restaurations achevées en 2003. C'est grâce à la présence de la cathédrale Santa Maria construite au 13e siècle sur un palier de terrain supérieur que ces trésors archéologiques ont pu être protégés pendant des siècles. Il est très possible qu'une personne intéressée par les livres de Titus Livius ait circulé par ici. Si j'avais l'intention de cacher quelque chose pour que ça le reste pendant plusieurs millénaires, je le ferais sans doute pas dans un lieu public où transite la masse chaque jour. Je trouverais plutôt un endroit privé, voire secret, dont l'existence même n'est connue que par un cercle restreint de gens. Cabinet, loge privée ou cellule à l'écart, le théâtre romain regorge de replis et nous renseigne sur la manière de vivre 2 millénaires en arrière. Mais pourquoi pas parcourir à pied la distance jusqu'au prochain site? Et qui sait peut-être reproduire le chemin emprunté par ce noble intellectuel qui, après une sortie au théâtre bien arrosée entre amis, regagne paisiblement ses quartiers. Et peut-être est-ce l'endroit où je me dirige moi aussi. Le site qui a plus que tout autre attiré mon attention lors de mes recherches. Le Forum romain Molinette. Statues et monuments sont ajoutés au 1er siècle par les Romains. Mais c'est en moins 229 que les premières structures sont érigées, de cette cité appelée Arx Hasdrubalis, du nom de son fondateur. Ce que les archéologues ont trouvé ici en 40 ans a révélé à la planète beaucoup de choses sur la disposition de la ville romaine, mais aussi sur les quartiers de Carthago Nova. Dès moins 229, les maisons sont étagées en terrasses, leur toit recueille l'eau de pluie et la stocke dans des citernes souterraines. Les résidences sont séparées en blocs, appelés insula. À Rome, l'insula était une vaste bâtisse qui pouvait atteindre 8 étages, avec des boutiques au rez-de-chaussée et comportant des maisons divisées en logements. Mais ils ne possédaient pas l'eau courante, donc on devait aménager des espaces sanitaires publics. C'est ce qui se trouvait dans Insula 1, construite au 1er siècle. Son entrée était présidée par une statue en marbre d'une corne d'abondance et une corbeille de fruits, symbole de la Pax Romana obtenue par l'empereur Auguste après des décennies de guerre civile. Puis on découvre l'atrium, remodelé maintes fois, comme en 218 par l'empereur Élagabalus qui la sépare en 5 chambres pour abriter des familles. Des peintures qui datent du 1er siècle en sont ressorties, comme celle d'Apollon et ses muses. Apollon était le dieu principal d'Auguste, premier empereur de Rome. Elles auraient été délicatement déplacées au 3e siècle, dans ce qui semble avoir été un petit musée. L'endroit est ravagé par les flammes au 4e siècle, mais porte les traces d'une personne ayant eu une grande sensibilité pour l'art et l'histoire. L'atrium remplit tous les critères, mais le bloc suivant réussit à cocher une case de plus. Un temple dédié aux dieux Isis et Sérapis, construit au 1er siècle pour accueillir les cérémonies d'un groupe religieux. Orné de 4 colonnes et d'une statue de Isis, le temple présidait un sanctuaire délimité par des portiques sur 3 de ses côtés. À l'arrière, 3 chapelles où se déroulaient les rituels du prêtre. Retrouvé en 2008, c'est un des chapitres les plus récemment révélés de l'histoire romaine. La raison est simple. Même les gens de l'époque ignoraient son existence. Isolé de tous par une imposante muraille, sa présence n'était connue que par les membres du groupe religieux.
Oh, comme ce temple sous-entend l'existence de portes secrètes, de corridors souterrains, tout comme celui qui le reliait au temple dédié à la déesse de la fertilité Atargatis, tout là-haut, sur la colline. Marcher parmi ces vestiges nous permet aussi d'en apprendre davantage sur ce qui est advenu du lieu dans les siècles suivants. Au 3e siècle, il devient un atelier artisanal. Au 5e siècle, il est pillé. Et au 6e et 7e siècle, s'est converti en salle d'entreposage par l'Empire byzantin. Les bâtiments impériaux étaient reconvertis en habitations, ateliers et salles d'entreposage, en particulier pour les cruches d'amphora. Puis, par la suite, il est définitivement caché. Puis, quelque chose attrape mon attention, un panneau d'interprétation qui mentionne Titus Livius. Parce que le Forum romain a été détaillé dans l'œuvre de l'historien, qui la nomme la cité la plus opulente d'Hispania. Clairement, une personne vivant ici aurait eu beaucoup d'intérêt à posséder une copie et vouloir la transmettre dans le temps. Peut-être une personne seule, sans enfant, 50 ou 60 ans, avait été membre d'un culte religieux dans son jeune temps, mais écoulait ses vieux jours comme un humble libraire dans une petite boutique au rez-de-chaussée d'un insula qui possédait des raccoins qu'elle était parmi les rares à connaître. Et puisse-t-elle avoir stocké une bibliothèque complète de ses ouvrages disparus, dans une chambre souterraine adjacente qui aurait échappé à notre attention jusqu'ici. Il est permis de retenir son souffle en attendant ce que la suite des fouilles du site archéologique de Molinette va nous révéler. Mais sommes-nous vraiment allés au bout des découvertes que le temple d'Isis et Sérapis était prêt à nous offrir? Je quitte Carthagène pour continuer les recherches dans la cité romaine d'Hispania la plus importante de l'époque de Titus Livius, Tarraco. Désigné par l'empereur Auguste capitale de la péninsule ibérique, il la surnommait l'autre Rome. Une ville dont les ruines romaines sont parmi les mieux préservées au monde, Tarragone. Lorsque Rome remporte Hispania, il construit ses édifices à Tarraco. Comme un amphithéâtre, mais surtout le cirque romain, conçu pour tenir des courses de chars devant plus de 25 000 spectateurs. À son coin principal, la tour de Monge est prolongée par une imposante muraille qui la relie à la Torre del Pretori, la tour du prétoire. Il y avait un prétoire dans toutes les villes de l'Empire romain. C'était la demeure du gouverneur d'une province, l'endroit où il rendait justice. Le prétoire était une bâtisse étatique protégée souvent par une muraille comportant des tours au coin. L'emplacement et l'angle de la tour nous indiquent ici que le prétoire devait se trouver dans les environs du forum qui encercle le musée de Tarragone. À l'époque romaine, le prétoire possède des escaliers et des passages souterrains qui mènent de la ville basse au forum provincial, en passant par le cirque. La voûte Sant'Ermenegilde est un de ces passages. Suite à la chute de l'Empire romain, le périmètre est transformé en espace résidentiel. Les structures originales sont réutilisées pour les nouvelles constructions, de sorte que le cirque a fini par être intégré dans le centre urbain de Tarragone, ce qui a curieusement contribué à sa conservation exceptionnelle. Ça et sa transformation en château médiéval au 12e siècle, le prétoire servant de prison jusqu'au 19e. Mais qui était Titus Livius? On est en moins 29. Titus Livius a 33 ans. Écrire l'histoire de Rome, l'idée n'est pas nouvelle, elle est même populaire. Fabius Pictor, Salluste, Caton l'Ancien, Sylla et César, les historiens de l'époque sont aussi des magistrats, des gouverneurs, des sénateurs et d'éminents hommes d'État. Tous sauf un. Titus Livius était unique parmi les historiens romains. Il ne jouait aucun rôle politique. C'était peut-être un inconvénient dans la mesure où son exclusion des hautes sphères le privait de connaissances, autant sur le fonctionnement du gouvernement romain que sur les nombreux documents d'État conservés dans les locaux officiels. Mais c'est aussi de là que provient la nouveauté et l'impact de sa vision. Le désir d'écrire une histoire qui révélerait les effets du caractère humain l'emportait sur la partisanerie politique ou le besoin d'exactitude scientifique. Reprenant des épisodes de récits de Polybe ou d'un auteur similaire, il remodelait les chapitres de manière à faire ressortir le côté moral des personnages et des choix, mais surtout pour rendre les événements de l'histoire vivants et significatifs pour sa génération. Hormis des fragments, des citations et un chapitre sur la mort de Cicéron, les livres 46 à 142 ne sont connus que par leur sommaire. Une note dans le sommaire du livre 121 rapporte que ce livre et les suivants ont dû attendre la mort d'Auguste en l'an 14 pour être publiés.
Sans doute parce que leur contenu ne lui plaisait pas. Gaius Octavien César, dit Auguste César, neveu de Jules César, qui en fit son fils adoptif et successeur. La République de Rome, qui agonise depuis plusieurs années, en est à son dernier souffle quand Jules César est assassiné en moins 44. C'est Auguste qui la transformera en empire et en devient le premier empereur. Son contrôle est autocratique, mais dans un contexte d'instabilité politique extrême. Le peuple salue ses initiatives pour ramener les valeurs et la gloire romaines traditionnelles au cœur des habitudes de vie. Du pain, des jeux, du divertissement teinté de propagande. Les livres d'histoire peignent le portrait d'Auguste sous les traits d'un brillant stratège, un grand leader qui apporte équilibre, paix et prospérité à l'Empire. Mais Auguste contrôlait aussi tout ce qui se publiait. Et les historiens comme Livius sont dépendants du financement impérial. Les 10 premiers livres de Livius sont publiés avec l'approbation de l'empereur, et visiblement les suivants n'ont pas bénéficié de la même faveur. Et pourquoi est-ce aussi important? Il y a une raison précise pourquoi Titus Livius axait ses récits sur le caractère humain des protagonistes. Laquelle? C'est que Jules César avait, de son vivant, utilisé son pouvoir à faire reconnaître qu'il était un descendant direct de la déesse Vénus. Une grande partie du pouvoir d'Auguste résidait dans cette idée que du sang divin coulait dans ses veines. Passé maître dans l'art du sous-entendu, Livius défie cette idée que l'empereur et les dieux sont liés. Quelques années plus tard, en Palestine, un autre libre penseur commence à contester quand l'empereur romain se proclame fils de Dieu. Ignorant le narratif divin de l'empereur, Livius s'efforce de démontrer que tout ce qui arrive est plutôt le résultat de décisions humaines. Les historiens qui ont succédé à Livius ont bien veillé à nous transmettre des bribes essentielles de cette saga. Suetonius, né en 69, mentionne dans son œuvre Les 12 Césars qu'Auguste détestait qu'on questionne la légitimité de sa lignée divine, allant jusqu'à supprimer les écrits qui osaient le faire. Les Annales de Tacitus, né en 56, mettent quant à elles en relief la grande finesse et l'ultime subtilité dont faisait usage Livius avec sa plume. Auguste n'a probablement réalisé la réelle allégeance de Livius une fois que les livres étaient déjà écrits. Et même si les livres de l'histoire de Rome de Titus Livius ne sont jamais retrouvés, son héritage à l'humanité restera. Aucune manière de mieux la saisir que de le lire de sa plume, par le biais de la préface de son Histoire de Rome. J'invite l'attention du lecteur à une considération beaucoup plus sérieuse du genre de vie qu'ont vécu nos ancêtres. De qui étaient les hommes et par quels moyens, tant en politique qu'en guerre, le pouvoir de Rome a été acquis puis étendu. Je demande ensuite au lecteur de retracer le processus de notre déclin. D'observer d'abord l'effondrement des fondements de la moralité, alors que l'ancien enseignement a été abandonné. Puis l'effondrement final de tout l'édifice. Et l'aube sombre de notre époque moderne, où nous ne pouvons ni endurer nos vices, ni affronter les remèdes nécessaires pour les guérir. Ce qui rend principalement l'étude de l'histoire saine et profitable, c'est que dans l'histoire, vous avez un récit de l'infinie variété de l'expérience humaine. Clairement exposé à la vue de tous. Et dans ce récit, vous pouvez trouver pour vous et votre pays à la fois des exemples et des avertissements. Assister à l'effondrement de sa civilisation parce que l'homme s'approprie le pouvoir de Dieu. Si nous retrouvons cette histoire, saurons-nous éviter de la répéter?